Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue dans le podcast des Dérangeants, deuxième saison. Mon nom est Patrick Marcellet et j'aurai le bonheur de piloter ce 5e épisode pendant lequel on va recevoir Jean Trudel, alias JT Utah, fondateur du blog 25 Stanley, que plusieurs joueurs du Canadien auraient préféré qu'il n'existe jamais, on va se le dire. Et puis on va également aborder le thème de la sortie. Comment préparer sa sortie d'une entreprise, comment réaliser peut-être que le temps est venu de partir et comment forcément aussi dealer avec des sentiments et de l'émotivité, je suppose, dans ce temps-là. Et aujourd'hui, avec nous, donc, pour nous parler de tout ça, les dérangeants, Étienne Crevier de Biogénique. Salut, Étienne. Salut, Patrick. Jean-Daniel Petit de B-Side et de Abitibi & Co. Salut. Et Noah Redler de Archinovation. Bonjour, Pat. Coup de cœur, coup de masse, évidemment, pour commencer. Je vais y aller avec toi, tiens, Jean-Daniel. Excellent. Il y a 2 semaines, j'ai participé à un événement. Coup de cœur, coup de masse? C'est un mélange des deux. Ah, OK. Ça vient en deux temps. Donc, coup de cœur, je suis allé à un événement qui s'appelle la Culture Fest, qui est un événement organisé par G-Soft, qui rassemble en fait plein de gens dans le milieu du travail, que ce soit des directeurs en ressources humaines, des gens qui dirigent des entreprises ou qui sont en gestion, pour se questionner sur l'avenir des conditions de travail, sur l'environnement de travail, tout ça. Et j'ai donné une conférence à cet événement-là et j'ai trouvé ça que c'était très bien organisé et il y avait une pertinence par rapport à ça. Et je trouvais que on n'en parle pas beaucoup des conditions de travail, de comment on peut améliorer ces choses-là. Puis j'ai réalisé d'un autre côté que je vivais dans une petite bulle verte ou une petite bulle bleue de bonheur par rapport à nos conditions de travail. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait extrêmement beaucoup de gens qui sont malheureux. Beaucoup de frustration. Hein? Beaucoup de frustration. Après la conférence, j'ai resté durant la journée participer aux ateliers, tout ça. Puis je me suis rendu compte à quel point les gens sont malheureux dans leur travail, c'est triste, sont pas accomplis. C'est hyper triste. Mais j'avais vu une statistique, le gouvernement du Québec nous force à prendre des cours en ressources humaines. C'est 1 personne sur 2 au Québec. 50% des gens se lèvent le matin et sont fâchés d'aller travailler. Exact. Puis il disait que près de 70% des gens seraient prêts à changer de travail s'ils trouvaient quelque chose de plus motivant. Donc, c'était un peu une claque d'en face parce que j'arrivais d'un côté un événement que je trouvais extrêmement bien organisé, qui était porteur, qui était novateur. Puis de l'autre côté, j'ai eu la réalité de voir qu'il y avait autant de déprime, en fait, dans le milieu du travail. Puis, je pense qu'on peut se compter chanceux comme entrepreneur de créer, en fait, sa propre culture d'entreprise puis sa propre vision. Oh, et pourtant, on me dit qu'on a quelqu'un à Abitibi & Co, un travailleur qui veut se plaindre. Raccroché. Coup de cœur ou coup de masse, Étienne? Écoute, c'est un coup de cœur, Patrick, cette semaine, parce qu'on a vu la nouvelle création de Guy Laliberté, PY1 ou PY1, qui est dans le fond une pyramide qui compte ériger dans le cœur de Montréal pour le coût de 15 millions de dollars. Et donc, qui va accueillir le nouveau type de spectacle interactif multisensoriel. On peut critiquer Guy Laliberté sur plusieurs angles, mais j'aimerais juste qu'on se réjouisse ensemble d'un entrepreneur qui réinjecte son argent dans la création d'une nouvelle business au Québec. Je me souviens quand le Cirque du Soleil avait été vendu à un fonds d'investissement chinois qui s'appelle Fosun, la table à souper québécoise du dimanche soir s'indignait donc bien qu'on perde un fleuron québécois aux mains d'un étranger. Puis on a eu ultimement un Rona, qu'on en a parlé aussi cette saison-ci. Par contre, là, on a un exemple que cet argent étranger-là qui est venu, la vente du Cirque du Soleil a créé au moins une centaine de millionnaires au Québec. Puis même si la moitié d'entre eux s'achètent une île aux Bahamas puis ils font fuck off, on s'en va, il en reste quand même la moitié qui vont avoir du capital, qui vont réinvestir. Et c'est ça qui nous manque au Canada par rapport à Silicon Valley, la disponibilité du capital. Fait que tu sais, rapidement, là, on va juste réaliser. Lune Rouge, qui est la Société de Guy Laliberté, c'est quand même 4 autres entités, dont Réflecteur, qui est un studio voué à la création de contenu, Lune Rouge Innovation, qui est un fonds qui va investir dans les entreprises technologiques au Québec. Donc, props aux entrepreneurs qui repartent d'autres choses. Es-tu en train de me dire qu'on devrait tout vendre le Québec Inc. pour pouvoir réinvestir au bout du compte ici? C'est quelque chose comme ça? Non, parce qu'il faut aller acheter des entreprises étrangères OK, aussi. parfait. Coup de cœur, coup de masse, Noah. Je vais suivre mes collègues. C'est un coup de cœur. J'ai lu un article récemment sur Tim Berners-Lee, qui est connu comme le père du web. Il a annoncé son nouveau start-up qui est un mouvement global pour décentraliser le web et vraiment donner les individus plus de contrôle sur leurs données.
Le monde ne sont pas vraiment conscients que le web d'aujourd'hui existe à l'intérieur des frontières nationales et corporatives et ce n'était pas l'idée du web de départ. Alors, je veux saluer M. Berners-Lee qui réinvente le web encore de nouveau et je vais suivre très proche à ce mouvement. Je t'adore, toi. T'es comme notre intellectuel. J'adore ça. J'aime ça, c'est les lunettes. Fantastique. Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, on va recevoir quelqu'un d'assez fascinant qui avait créé en 2008, donc il y a déjà 10 ans quand même, un blog qui s'appelait 25 Stanley et que les joueurs du Canadien ont détesté. Il s'appelle Jean Trudel et il a des histoires hallucinantes à nous raconter. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Notre invité aujourd'hui a créé le blog 25 Stanley qui est rapidement devenu un incontournable de la scène sportive au Québec. Il a été ambassadeur de marque pour L'Oréal, Men Expert et Subway. Jean Trudel, alias JT Utah, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bienvenue. All right. On va commencer ça sérieusement. Carey Price. Non, sérieusement, Jean, je veux qu'on y aille quasiment de manière historique. Comment est-ce que tu en es arrivé, toi, en 2008, à dire, OK, moi, je pars un site qui s'appelle 25 Stanley et qui va évidemment beaucoup tourner autour du Canadien de Montréal? Ouais, en fait, j'étais au cégep, puis ça a commencé en organisant des parties de fin de session. Fait que j'étais au cégep, André Grasset, puis je trouvais qu'à la fin de l'année, il n'y avait pas des bons parties, puis j'ai décidé de louer des bateaux de croisière au Vieux-Port de Montréal, croisière AML. Fait que j'organisais les parties-là. C'est-tu les parties Do You Look Good? C'était dans le même genre. Ça a commencé par Coors Light, Molson Dry aussi. On avait tourné des publicités dans ces parties-là parce que rapidement, j'étais dans un cégep privé, Brébeuf, Grasset, pour mon audience, puis j'avais beaucoup de belles filles à mes parties, puis j'avais des commandites de Molson. Puis après un événement, les gens de Molson étaient venus me voir puis ils m'avaient dit « Serais-tu intéressé à partir d'une agence de promo girl? » Fait que nous, on a besoin dans d'autres événements, on a besoin d'avoir 10 filles, 15 filles, 20 filles, puis j'avais tout un réseau de plusieurs filles. Fait que je me suis bâti un réseau de filles cute, belles, qui sortaient d'un bar. Et en côtoyant toutes ces filles-là, il y a aussi eu l'apparition, les réseaux sociaux commençaient à apparaître au Québec, Facebook commençait à faire ses traces, les gens commençaient à avoir des caméras numériques. Et en côtoyant toutes ces filles-là, des fois, ils me disaient « Hey, hier, on est sorti au Club Opéra. » Le Club Opéra a été une mine d'or pour 25 Stanley. Et là, rapidement, ils sortaient. Puis les joueurs n'avaient pas conscience que des fois, une photo numérique, est-ce que ça allait se retrouver sur les réseaux sociaux? Non, les gens n'avaient pas cette conscience-là. Fait que moi, j'avais des filles qui m'arrivaient des fois quand je les voyais. Ils disaient « Hey, regarde, j'ai fait le party avec Carey Price, Mike Commissarek, Carl Chipchura. » Puis là, je me suis dit « Peut-être que je pourrais mettre ça en ligne sur Internet. » Puis sûrement que ça intéresserait les gens. Après ça, je me suis retrouvé au HEC. J'ai étudié en comptabilité. Je rêvais d'être comptable, faire de la vérification financière, puis travailler dans un grand cabinet. Attends, excuse-moi. Comment ça va? Tu organisais des parties, Coors Light sur des croisières, puis après ça, tu rêvais de porter des bas bruns. What the fuck? En fait, c'est que je me suis fait avoir par le marketing des comptables, puis par beaucoup de gens qu'on m'a répété dans plusieurs occasions à HEC Montréal qu'on me disait si tu es un entrepreneur, la meilleure formation à avoir, c'est d'être comptable. Bullshit! J'ai rapidement compris que oui, une chance que j'ai mes cours de comptabilité, je suis capable de lire des états financiers, je sais c'est quoi un BAYA, je suis capable de voir c'est quoi un bénéfice net, les marges brutes, etc. Mais de l'autre côté, rapidement, j'ai réalisé que quand tu es un entrepreneur, mais tu n'as pas besoin d'être comptable, tu as besoin d'avoir un bon comptable, mais tu n'as pas besoin d'en être un. Bref, j'étais tellement malheureux, j'ai croisé un de mes amis, Simon Cazelet. Il m'a dit en passant, il faudrait que je te fasse lire un livre. Ça s'appelle The Purple Cow. C'est Seth Godin. Seth Godin est un très grand conférencier. C'est un gourou du marketing. Il est excellent. J'ai lu le livre Purple Cow et en le lisant, j'ai comme une illumination. Je me suis dit, je peux créer un peu ce que TMZ ou Perez Hilton faisait à l'époque aux États-Unis. Perez Hilton, pas Paris Hilton, oui, Perez. Oui. Puis moi, je me suis dit, TMZ connaissait un gros buzz de popularité. Je me suis dit, je peux dupliquer le modèle TMZ. On se rappelle que Pat Marcellet a quand même animé Flash à TQS aussi. Ça n'avait rien à voir avec TMZ. Ça n'avait rien à voir. Un peu de respect quand même, s'il vous plaît. Mais quand tu pars ça à ce moment-là, en 2008, tu commences ton entreprise comme ça, c'est quoi l'accueil? Je veux dire, c'est pas du journalisme. Le Canadien doit capoter à ce moment-là. Là. Ouais, mais j'ai eu des rencontres rapidement avec la haute direction du Canadien de Montréal. J'ai rencontré le président, propriétaire, c'était directeur. Gillette à l'époque? Ouais, c'était Gillette. J'avais une rencontre avec Pierre Boivin, avec Julien Brisebois, Pierre Gauthier, Donald Beauchamp rapidement parce qu'un peu les gens étaient
Mais là, c'est quoi ça, les réseaux sociaux? C'est quoi ça, Internet? J'ai eu un accueil très favorable auprès de mes lecteurs, auprès des fans des Canadiens, parce que beaucoup de gens se demandaient comment ça, nos joueurs ne performent pas, qu'est-ce que les joueurs font en dehors de la glace. Tu sais, aujourd'hui, ça me fait rire parce que récemment, le party d'Halloween des Canadiens, tous les joueurs diffusent des photos d'eux au bar. On sait où est-ce qu'ils vont, ils se déguisent. Puis moi, je me souviendrai tout le temps, en 2009, j'avais publié des photos du party d'Halloween des joueurs. On avait Georges, Price en speedo, en léopard, dans un party, les costumes déguisés. Puis j'étais violemment critiqué de « je viole la vie privée des joueurs, ils ont donc bien le droit de faire le party ». Puis tu regardes, on va dire, 10 ans plus tard, puis c'est quelque chose de totalement commun et banal. Mais justement, 10 ans plus tard, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de vendre ton silence à l'Organisation du Canadien versus l'argent que tu as fait avant ton entreprise? Parce qu'eux, clairement, ils voulaient... Tu sais, ça a dû créer des remous, ça a dû créer des perturbations à l'intérieur de l'organisation? Bien, sûrement, mais je pense que les médias ont toujours existé puis ça a toujours créé des remous. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes traditionnels puis il y a beaucoup de médias qui ont aimé pointer du doigt des blogueurs. Tu sais, je vais juste penser la vidéo des sénateurs d'Ottawa dans le Uber. En ce moment, il fait le tour. Puis il n'y a personne qui critique vraiment le Ottawa Citizen de mettre ça. Puis je trouve ça un peu étrange aussi de voir des médias qui vont critiquer Ottawa Citizen d'avoir diffusé ça, alors qu'en B-roll, dans leur show, ils montrent la vidéo des gars dans le taxi. Mais ça peut avoir un impact énorme parce qu'un joueur qui pourrait finalement être retiré de la patinoire, qui doit être réprimandé par l'organisation pour envoyer un message, ça peut avoir des conséquences sur les billets, ça peut avoir des conséquences financières là, quand même. Ouais, mais d'un autre côté, JD, c'est un peu aussi ton rôle. S'il y a des photos sur Instagram de toi à la tête de B-Side, de Abitibi&Co qui circulent, tu sais, ton organisation. À 100%. Mais moi, je me mets à la place de l'organisation. Vous le disant, on se met dans cette situation-là. Ça devait complètement changer la game. Mais je pense que aussi, quand tu interagis avec des hauts dirigeants qui sont très, très bons, qui sont très, très, très visionnaires, ils sont capables de regarder les choses avec du recul puis de bien le gérer. Puis je pense que comme à l'époque, les gens en place chez le Canadien de Montréal, ils l'ont bien géré de comprendre que c'est un phénomène qui ne va pas arrêter. Probablement, eux, ils l'ont vu, qui ont dit, OK, il y a un gars dans son appartement universitaire qui publie des photos parce qu'il y a des filles qui lui donnent ça dans leur caméra numérique. Mais quand ils voient leur iPhone arriver, ils sont assez intelligents pour savoir que la prochaine étape, ça va être du user-generated. Puis même moi, je l'avais remarqué avec mon blog qu'au tout début, les gens m'envoyaient beaucoup des informations directement à moi. Quand les réseaux sociaux ont pris une plus grande place, on dit comme quand Instagram est devenu vraiment populaire, je recevais moins de contenu parce que les gens aimaient beaucoup mieux le publier eux-mêmes sur leur propre plateforme. Ce qui a fait en sorte que moi, je suis devenu un très bon recherchiste, un très bon stalker. Okay. Et que là, je me suis dit, mais là, en fait, c'est que, OK, les gens m'envoient moins le stock, mais là, j'ai une plateforme où est-ce que je peux le trouver, là. Puis, tu sais, des choses qui n'étaient pas compliquées, c'était, tu sais, moi, je me disais, bon, ben, samedi soir, il y a une grosse victoire. Je le sais que le bar le plus hot en ville, c'est le Fly Gin. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je trouve tous les barmaids du Fly Gin, tous les gens qui sortent au Fly Gin. Je fais des recherches, j'avais des outils, puis je passais ma nuit. Puis à un moment donné, tout ce que je voulais, c'était une photo d'un joueur un peu tout croche, puis boum, j'avais mon histoire. J'aimerais t'emmener sur le volet, justement, affaire d'un blog. Parce que, tu sais, 2008, ça fait à peine 10 ans, comme on dit. Ouais. Mais ça bouge extrêmement vite, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que se partir un blog, c'est tellement ridicule, c'est tellement pas rentable, c'est pas possible de se partir un blog. Maintenant, tu te pars une chaîne YouTube, tu te pars une chaîne Instagram, parce qu'on est rendu tellement ailleurs. Est-ce que tu as cette perception-là? Ah, ben oui, tout à fait. Dans le jargon Internet, avant, on parlait de blogueur et ce terme-là a changé pour influenceur. La raison aussi pourquoi il y en a beaucoup plus, c'est qu'à l'époque, quand je me partais un blog, ben moi, mon premier blog, je l'ai codé moi-même. J'ai fait un blitz de travail de 3 jours de suite, constamment à apprendre à comment utiliser WordPress, comment ça fonctionne, travailler sur mes plugins, le développer moi-même. Aujourd'hui, tu as un iPhone, tu as un compte Instagram, tu n'as aucune maintenance technique. Moi, dès le début, quand j'ai parti mon blog, il fallait que j'aille un hosting, il fallait que j'aille sur GoDaddy. Maintenant, tu te crées un username, c'est vraiment facile. Fait que c'est pour ça qu'il y a une explosion d'influenceurs, puis il y en a beaucoup des gens qui ont des abonnés. Mais après ça, c'est comment tu développes ton modèle d'affaires. Mais justement, un blog 100% francophone sur le sport canadien de Montréal, peux-tu faire de l'argent avec ça? Ah ben oui, mais au début, j'étais tout seul. Puis moi, rapidement, je me souviens, j'étais au HSC, puis j'avais un collègue de classe qui avait gradué avant moi, qui était dans une agence. Puis là, ça faisait peut-être, je sais pas, une couple de mois que j'étais à temps plein là-dessus. Puis là, il m'appelle, puis il me disait, écoute,
j'ai un deal pour toi avec Bud Light. On va faire une campagne de pub pour les séries. On va te donner 12 000 pour le mois prochain. Fait que moi, veux pas, j'étais à l'université puis je me disais, OK, mais si je fais 12 000 par mois, 12 mois par année, après ça, je me dis, j'ai besoin de un client. J'ai 25 ans, je fais 140 000 par année. Quand même pas pire. Mes costs sont super bas. Après ça, rapidement, tu trouves un autre passionné. Il y a plein de monde qui veulent écrire. Mon premier employé, Nicolas Poulain, je pense que je l'ai engagé avec 14 ans. C'est un gars au secondaire de 14 ans que tu disais, hey, pour ta passion que tu aimes faire, je te donne 10 000. Lui, entre flipper des burgers puis travailler chez Starbucks ou Tim Hortons, où il disait, hey, tu finis l'école, passe 1 heure sur ton ordinateur à écrire un article sur le Canadien, où tu écoutes la game, puis la game a fini, fais-moi un résumé de match. C'est quand même le fun. Fait que le modèle d'affaires était quand même bon, mais encore une fois, c'est que aussi j'ai rapidement réalisé que sur papier, ça sonne facile. J'ai besoin de trouver un deal à 12 000 par mois, mais c'est aussi difficile d'aller les chercher. C'est pour ça qu'à long terme, je m'en souviendrai tout le temps de cette rencontre-là. J'étais monté sur le bureau des gars tellement que j'étais passionné. Ça a été de signer une entente à long terme commerciale avec Mise au jeu. Parce que Mise au jeu ont vraiment embarqué de signer un deal sur l'année avec du contenu, de la création de contenu, d'articles. Et depuis que j'ai décidé de faire cette entente-là, ils ont dupliqué mon modèle d'affaires avec plein d'autres plateformes. OK. Mais d'après toi, est-ce que tu penses que ça a devenu trop facile de devenir influenceur? J'ai rencontré quelqu'un l'autre journée et j'ai demandé c'est quoi ton aspiration? Et il a dit, je veux être influenceur YouTube. Et moi, c'est peut-être mon côté vieux homme que je comprends pas de tout ce mouvement. Mes employés dans leur vingtaine, ils disent, hey, est-ce que tu as vu tel personnage? Et je regarde les vidéos et je comprends absolument rien. Je pense que devenir influenceur, c'est certain que si t'es une belle fille, ça va être très, très, très facile. En fait, même de nos jours, n'importe quelle belle fille de 18, 20 ans qui est cute, qui met des photos d'elle régulièrement, va aller chercher 20, 30, 50 000 abonnés. Parce que ce qui arrive, le phénomène, c'est que, exemple, moi, quand j'étais au secondaire, même j'étais en secondaire 4, puis il y avait un gars de secondaire 2 qui était le meilleur joueur de hockey de l'école. Pour X, Y raison, je savais c'était qui. Puis même quand j'étais en secondaire 5, quand il y a une secondaire 2, une secondaire 3 qui est cute, tu le sais c'est qui et vice-versa. Les réseaux sociaux font en sorte que maintenant, la plus cool de l'école, mais c'est la plus cool de tout le quartier. Après ça, la seule différence, c'est qui est assez intelligent de comment commercialiser sa marque puis d'aller chercher une audience qui va être engagée. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais ils ne font pas nécessairement d'argent. En même temps, il y a le timing parce que être influenceur, c'est sur du temps emprunté. Tu sais, ta jeunesse, elle fuit à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, comme influenceur, tu vas perdre de la valeur versus un média comme, mettons, 25 Stanley. Il y a des nouveaux joueurs à chaque année. Ta matière première est toujours renouvelée. Tandis que si tu te mets en scène comme influenceur, ben, tu as un peu un time bomb derrière toi, là. Oui, puis non, parce que si je prends un exemple avec les comédiens traditionnels, on pense, on va dire, à des vedettes auxquelles j'ai grandi quand je pensais à Télépirate. J'ai tellement de flashbacks en ce moment. Ouais. Mais pensez à un Guillaume le Métier-Vierge, sa communauté va le suivre. Pense à un humoriste. Un humoriste, s'il fait bien sa caresse, ses abonnés vont... Il y a une certaine pertinence culturelle. Si tu prends une fille d'Occupation Double, dans 20 ans, elle n'aura pas la même pertinence culturelle que Guillaume le Métier-Vierge qui va continuer à faire partie de parce que ces artistes-là ont une vie aussi à l'extérieur d'Instagram. Ils continuent de vivre. C'est oui. Ça. Mais je fais juste dire que ça va dépendre aussi. Après ça va être au YouTuber ou à l'influenceuse Instagram d'adapter. Tu sais, pense à Marie-Lou qui, au début, c'est des recettes. Puis après ça, c'était des histoires de bébés. Puis là, maintenant, elle est dans un mode plus rénovation maison. Fait que ses abonnés grandissent avec elle. Donc, je pense que ça, c'est la clé du succès pour n'importe quelle influenceuse. Jean, si tu permets, je veux te ramener un petit peu aux 25 cette année. Oui. Puis il y a une couple de bébelles qui m'intéressent parce que t'arrives, tu te mets à brasser de la merde. C'est un peu bon. Ouais. As-tu, à un moment donné, des menaces de joueurs, peut-être, ou de proches de joueurs, sans nommer personne? Non, mais il y a pas mal certains que Nathan Beaulieu, Christian Thomas, eux, ils m'aiment vraiment pas. Josh Georges non plus. Maxime Lapierre, je le sais qu'il m'aimait vraiment pas, mais j'ai toujours réussi à... Son pied à Montréal, toi, oui. Ouais. Mais même avec Maxime Lapierre, j'ai toujours réussi à bien gérer les choses, de
je pense que la perception, puis c'était des erreurs que je faisais dans mes propos, dans mes images, dans mes histoires, dans mes textes. J'étais très trash, j'étais très provocateur. Mais souvent, quand j'ai fait face un peu à la musique puis sentir la soupe chaude, j'ai quand même réussi à bien m'en tirer puis à pas être confrontateur. J'ai toujours eu une mentalité, it's better to ask for forgiveness than permission. Fait que souvent, je me suis dit, je vais sortir l'histoire. Puis écoute, dans le pire des cas, je recevrais une mise en demeure ou je recevrais un courriel ou un message d'un de ses amis ou d'une agence de sécurité qui vont me dire hey, écoute, retire cet article-là. Puis il y a toujours eu 2 méthodes de faire. Il y a des gens, des fois, qui m'ont écrit hey, salut, l'article que tu as publié, ma blonde, elle sera pas contente si elle voit ça, fait que enlève-les maintenant. Puis j'étais comme, écoute. Et c'est arrivé donc? Oui. Okay. Ouais, c'est arrivé. Ouais, j'ai quand même supprimé. Tu sais, des mises en demeure, j'en ai eu une. Je peux la raconter. J'avais eu l'intention de grossir mon entreprise puis de répliquer le modèle 25 Stanley dans toutes les villes canadiennes. Fait qu'une de mes premières étapes, j'avais fait quelque chose à Toronto. Puis quand j'avais parti mon blog à Toronto, rapidement, j'avais une grosse histoire sur Brian Burke qui s'est avéré vrai 6 mois plus tard, mais quand j'avais sorti que Brian Burke allait se faire congédier par l'Organisation des Maple Leafs de Toronto pour avoir eu une relation extra-conjugale au sein de l'entreprise puis que sa femme n'était pas contente. Fait que moi, je sors ça dans un blog à Toronto qui était pas connu. Puis, pow! En dedans de 4 heures, c'était à TSN, puis il y avait Bob McKenzie puis Pierre Lebrun qui niait probablement. Qui niait. Ben oui. Mais ce qui me surprenait, c'est que je ne m'attendais pas à ça parce qu'au Québec, chaque fois que je sortais une grosse histoire, les médias montréalais faisaient exprès pour pas la citer. Et je pense que la seule fois que tous les médias ont comme eu pas le choix de me citer, c'est l'histoire d'Alex Galchenyuk qui s'est fait battre par sa blonde parce que ma communauté était tellement grosse, c'était tellement une grosse histoire qui a été reprise partout qu'à un moment donné, quand tu es au Journal de Montréal, la presse, RDS, t'as beau pas vouloir me citer, là, tu peux pas aller en ondes puis rouler mes histoires sans me citer, mais avec Brian Burke, quand j'avais sorti cette histoire-là, j'avais reçu une mise en demeure rapidement de son avocat, à l'époque, c'est la firme Inan Blakey. Fait que ça m'avait fait pas mal peur, mais je m'en suis toujours tiré avec... j'avais été obligé de faire une excuse publique sur mon blog, puis j'avais été obligé de dire que mon information était fausse, puis que c'était pas vrai. Mais des fois, tu dis, tu sais quoi, je vais faire ce que tu dis, je vais m'excuser, on va tourner ta vengeance Mais est-ce que dans le podcast Les Dérangeants. Ça devait être dur quand même, parce que dans ta démarche, c'est pas c'est une démarche qui est provocatrice, mais qui est quand même basée sur un certain fond de vérité. Tu sais, c'est pas juste d'inventer une... Fait que ça devait être tough. Tu peux pas inventer, t'as pas le non, choix. fait que là, c'est dur, là, t'es en train de dire aux gens publiquement, t'es comme, c'est pas vrai. Ouais, mais après ça, 6 mois plus tard, il a été congédié puis c'est sorti dans le Toronto Star. Là, est-ce que t'es ressorti? Non, j'ai décidé de me dire, tu sais quoi, on va laisser faire. Savoure le moment présent aujourd'hui. Ouais. J'avais raison. Mais je suis curieux, avec cet auditoire, tu as un pouvoir assez exceptionnel et tu as un effet sur la vie de toutes les personnes, donc tu profiles sur ton blog, dans les médias sociaux. Est-ce que tu as une réflexion sur l'effet que tu as sur ces personnes au-delà de le monde virtuel? Par rapport aux gens que j'écris ou par rapport à mon audience? Mais mon ex-audience. C'est vrai, il faut que je fasse attention. Mais un peu les deux, mais surtout les gens sur lesquels tu écris. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup changé ma vision des choses en rencontrant des joueurs. C'est surtout en rencontrant les femmes des joueurs. Je me souviens, la première personne, c'était la femme de Steve Bégin. Je ne sais pas comment elle avait fait, mais elle voulait vraiment savoir c'est qui le gars derrière 25 années, c'est qui JT Utah. J'avais une bonne discussion avec elle qui me disait, écoute, tu sais, quand tu mets des photos de ma maison qui est à vendre, puis on est à Boston, mais là, tu es en train de dire à un paquet de voleurs que, hey, by the way, à Brossard, cette maison-là est vide, puis il n'y a personne, puis c'est une maison de joueurs de hockey, fait qu'il doit y avoir des bonnes choses. Ou même des fois, quand tu écris des articles, quelqu'un m'avait dit, tu sais, mon fils de 8 ans, il tombe sur cet article-là sur Internet, il y a quelqu'un à l'école qui dit, hey, regarde ce que quelqu'un a écrit sur ta mère. Avec cette discussion-là avec la femme de Steve Bégin, j'avais vraiment une conscience de ça, je pense que je suis mieux de laisser ce côté-là. Fait que rapidement, tout ce qui impliquait les joueurs mariés ou qui avaient des enfants, je faisais beaucoup plus attention. Des Nathan Beaulieu, des gars qui font 4-5 millions par année puis qui virent une brosse 2-3 fois par semaine, sortir un vidéo 2 sur le party au New City Gas. Ça, j'avais pas vraiment de problème avec ça. Mais de l'autre côté, j'étais plus, hey, tu joues pour le Canadien de Montréal, tu sais que j'existe, tu es au courant qu'il y a des médias. Si t'es assez stupide pour te laisser filmer puis te faire prendre en photo dans des situations compromettantes, t'es cave. De l'autre côté, le meilleur qu'il y a eu, c'était Piquet Souban. Piquet Souban avait compris
la game, quand il allait d'un bar, lui-même, il prenait une photo de lui au DJ booth. Comme ça lui permettait, on va dire, de comprendre ce que je faisais, que oui, Piqué Souban était au Fly Gin après la game samedi soir. Voici une photo de lui au DJ booth. Fait que moi, j'ai mon histoire. Mm-hmm. Lui, il paraît comme le gars qui sort un peu. Il contrôle son message aussi. Il contrôle son message, mais après ça, quand il m'envoie une photo ou quand je reçois une photo de lui qui est propre, mais après ça, il y a moins d'intérêt à aller chercher une photo floue de lui en train de vomir dans un coin ou de frencher une fille. Ça n'arrivait pas dans le cas de Piqué. Là, justement, le fait que tu t'es peut-être assagi un peu, pris une conscience, que ça allait peser dans la balance dans la décision de vendre. Quand j'ai fini mon bac au HEC, j'étais un bac en entrepreneurship. Puis dans mon dernier cours, c'était psychologie de l'entreprise ou psychologie professionnelle. Puis on a fait un exercice de visualisation. Puis moi, j'avais écrit, mon but, c'est d'être un gars qui part une business Internet puis qui la vend. Puis pour mon storyline au niveau de mon image personnelle, pour l'histoire à raconter, c'était important que 25 cette année, l'histoire finisse bien. T'sais, si 25 cette année avait terminé par moi qui sors une nouvelle puis je me fais poursuivre puis je dois verser 300 000 à un joueur de hockey ou un agent de joueur, puis ça fait que je dois fermer ma business puis je fais faillite, mais je ne serais pas ici aujourd'hui dans un podcast sur l'entrepreneurship. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une bonne histoire. Après ça, aussi, j'ai appris que tu peux faire du contenu qui va générer des clics, qui va générer du trafic, mais il faut aussi que tu aies une conscience avec les annonceurs. Fait que ça, j'ai toujours bien joué avec ça, que les annonceurs, ils comprenaient que la fine ligne que j'ai jamais traversée, en fait. J'ai toujours fait attention à ça, puis j'ai été chanceux, j'ai été conseillé aussi par beaucoup de bons avocats. J'ai suivi des conférences aussi sur la diffamation, sur tous les cas, et je savais aussi que j'étais bien protégé. Puis, ultimement, tu t'en es pas nécessairement rendu compte, mais tout au long de l'entrevue, tu as parlé de 25 Stanley en disant « nous ». Puis, tu sais, on à 25 Stanley, puis je comprends que tu parlais peut-être dans le passé, mais on sent que tu es encore attaché, que c'est encore ton bébé. Comment tu te sens aujourd'hui d'avoir vendu puis d'être ailleurs alors que l'entreprise existe encore? Quand ça s'est terminé avec Vice, je me suis senti tellement heureux. Vraiment, vraiment soulagé. Pourquoi? Pour moi, quand tu vas à une entreprise puis tu restes dedans, c'est un peu comme si tu achètes une maison, tu la rénoves, puis quand tu la vends à quelqu'un, mais le nouveau propriétaire, il te demande de rester dans la maison, puis il te demande de déconstruire ou de faire des améliorations, des rénovations que tu n'es tout à fait pas d'accord. Fait que, bâtir une piscine hors terre au lieu d'une piscine creusée. Ouais, exactement. Fait que les 3 dernières années, en fait, c'est que c'est pas à ce que je m'attendais. J'avais des grandes attentes en arrivant à V, en travaillant avec Maxime Rémiard. Malheureusement, ça s'est pas produit. C'est des choses qui arrivent, mais je me souviens que le lendemain d'avoir vendu 25 cette année, il y a un gars qui s'appelle Émile Girard. Émile Girard, ça a été aussi un autre pionnier du web au Québec. Il avait fondé Fanatique. Émile Girard avait été le premier blogueur à linker à l'époque jthockey.wordpress.com. Avant que ce soit 25 cette année, ça s'appelait JT Hockey. Puis lui aussi, il a vendu sa compagnie. Il avait vendu Fanatique puis un réseau de sites web à l'époque à Rogers. Puis il m'a dit, comment ça a été ton deal? C'est quoi tes engagements? Puis il m'a dit, OK, il faut que tu restes 3 ans. Puis il m'a dit, la plus grosse erreur que tu as fait, c'est de vendre puis de rester. Puis moi, je pense que si j'ai un conseil à n'importe quel entrepreneur, c'est quand tu vends, il faut que tu partes. Débarrasse. Tout de suite. Là. L'idéal, c'est, tu peux dire, écoute, je vais faire un contrat de consultation, je vais rester avec vous pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais j'ai beaucoup de misère à croire surtout quand c'est des business qui sont tellement différentes que c'est fou. Même si c'est dans le média, j'ai vraiment réalisé que la télé, c'est complètement différent du web. C'est pas la même culture, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas la même idéologie. C'est pas qu'une business c'est mieux ou que l'autre est moins bonne. Je suis convaincu que si tu vas au Toquin, puis tu prends le meilleur serveur du Toquin, puis tu l'envoies travailler au Beach Club, pas mal certain que le fit marchera pas et vice-versa, que si tu prends la meilleure vendeuse de bouteilles au Beach Club puis tu l'amènes chez Toqué, pas mal certain que son pourcentage de pourboire va pas être le même.
Fait que je pense que c'est encore drôle. Mais dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est important de savoir comment préparer sa sortie d'une entreprise. Ouais. Et c'est justement le thème du débat qu'on s'apprête à faire dans quelques instants. Mon vieux Jean Trudel, merci beaucoup Ça fait d'être plaisir. passé avec nous autres. C'est hyper gentil. Merci. bien. Merci. Merci. Je viens de le dire, donc restez avec nous dans quelques instants. Comment préparer sa sortie à la tête d'une entreprise? Vous allez voir qu'il y en a qui sont sortis de leur entreprise ici autour de la table et ça a été pas mal émotif. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Et c'est le moment que vous attendiez tous, évidemment, celui de vous présenter une deuxième start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. C'est pour, évidemment, le concours Vente à salade. Jusqu'au 4 juin prochain, vous savez que vous pouvez aller voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Les Dérangeants aussi, d'ailleurs, allez-y voir ça parce que vous allez devoir choisir un gagnant. Et notre projet du jour, Jean-Daniel? Ben, on reste dans le thème sportif. Donc, c'est une startup qui est présentée par Maxime Aubu et qui s'appelle Hockey Projection. Salut les dérangeants, mon nom est Maxime Aubu, j'ai fondé l'entreprise Hockey Projection. Hockey Projection, c'est une application web qui aide tous les joueurs de hockey de tous âges et de tous niveaux à développer son plein potentiel. En gros, Hockey Projection, c'est un profil personnalisé évolutif, une structure incluant 7 sphères de développement et un réseau de marchands et professionnels à travers tout le Québec qui sont prêts à aider nos joueurs à se développer, mais surtout à économiser pour réduire les coûts d'une saison. Hockey Projection, c'est sur le web et dans la vraie vie. Alors voilà, c'était Maxime Aubu. Jean-Daniel, des commentaires? Quand il parle de plein potentiel, on dirait que Carlo est en train de faire son pitch de vente sur les enfants. Ben, en fait, je suis un peu intrigué. Je semble avoir comme plusieurs business à l'intérieur de une espèce d'application pour suivre Numérique, pour suivre un peu tes skills, mais de l'autre côté, une place de marché. Un aspect économique à la chose Exact. aussi pour sauver un peu sur les équipements, je sais pas. Je comprends pas le modèle d'affaires. Je suis comme intrigué. Ouais. Au but, il a pas scoré direct dans le but. Mais non, je suis d'accord avec toi, JD. Ultimement, belle énergie pour faire ma référence à la occupation double. Mais ultimement, je comprends mal le produit. OK. Un petit point à ajouter, Noah, ou c'est... Ça semble être une intelligence artificielle pour le hockey, mais il a oublié le buzzword là-dedans. Alors Blockchain. Mais cela dit, il est dans un bon marché. Le hockey, ça coûte extrêmement cher. Il est dans une bonne place. Il faudrait mieux comprendre le modèle. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente à salade. Les Dérangeants. De retour dans le podcast des Dérangeants, fut un temps où c'est un feeling bien personnel, là, mais j'ai l'impression où on créait notre entreprise, où on la dirigeait toute notre vie, puis on finissait par la léguer à un de nos enfants avant de prendre notre retraite. Or, on est en 2018 et il y a plusieurs entrepreneurs qui carburent désormais bien plus au défi de partir des business, de la faire croître, puis de s'en départir pour partir quelque chose d'autre. Parfois, ils réalisent aussi qu'ils ont juste simplement envie d'autre chose. Donc, il faut parfois savoir préparer sa sortie. Et pour débattre de ce sujet aujourd'hui, nos dérangeants avec nous, je vous le rappelle, Noah Redler, Jean-Daniel et Étienne Lecrevier qui sont avec nous autres. Étienne, d'ailleurs, je commence avec toi, tiens, qui s'est tout récemment départi de son entreprise Biogénique. Et ça n'a pas été simple, ne serait-ce qu'émotivement. En effet, écoute, j'ai jamais eu le but de vendre Biogénique, mais il arrive un moment où est-ce que tu te rends compte que tu n'es plus nécessairement la meilleure personne, le meilleur capitaine de navire pour ton entreprise. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'ultimement, être entrepreneur, c'est une collection d'expériences. Puis, il faut arriver à un moment où est-ce qu'on se dit, il y a un avant Étienne Crevier pour Biogénique, puis un après Étienne Crevier. Puis, pour Biogénique, c'était vraiment la meilleure décision. Puis, je suis content d'avoir gardé Biogénique au Québec, d'avoir sécurisé les emplois, d'avoir permis d'avoir une stabilité. Mais c'est sûr et certain que si tu penses que tu vas travailler pour ton entreprise toute ta vie, soit que tu es naïf ou soit que tu te mens toi-même. Là. Et je sais que ça a été difficile dans ton cas. Est-ce que les émotions, à un moment donné, sont mauvaises conseillères? Est-ce qu'il faut être capable nécessairement de les mettre de côté quand on prépare sa sortie? Ou si, au contraire, elles peuvent nous servir à préparer notre sortie? Il y a un livre qui s'appelle Never Split the Difference, qui est sur l'art de la négociation. Puis il dit toujours négocie comme si ta vie en dépendait.
Tu sais, accepte jamais la scène, il faut que tu te battes pour ça. Fait que l'émotion vient chercher ultimement la hargne que tu as besoin pour négocier, mais en effet, après ça, il faut que tu mettes ton orgueil de côté, puis Dieu se sait que j'en ai une qui est quand même assez grosse. Ton ego, ça n'a pas de place autour d'une table de négociation. Puis c'est là que ça devient extrêmement difficile parce que tu te dis, ben, mon gut feeling d'entrepreneur m'a permis d'être là autour de cette table. Fait que je dois faire quelque chose comme du monde à la fin, tu sais. Sinon, j'aurais pas réussi à bâtir ma business. Mais après ça, il faut comme que tu fasses confiance aussi à tes conseillers. Tu payes crissement cher. Là. Oui. La quantité de travail que tu fais comme entrepreneur, puis le cachet qu'un avocat et un comptable se font sur une transaction, c'est complètement démesuré. Mais tu te dis, ben, il faut qu'à un moment donné, on se fasse, OK, c'est un bon deal, puis c'est pour le bien de la gang. Mais dans ton cas, tu l'as-tu planifié? Parce que, tu sais, des fois, on se dit, tu l'as quand même vendu tôt. Ouais. Puis, 5 ans. 5 ans, c'est quand même tôt. Ouais. C'est quoi la statistique, mais il y a un nombre extrême de compagnies qui ferment avant 5 ans. Fait souvent, on dit, bon, mais 90%, je pense. Ça. Bon, 90% qui ferment avant 5 ans. Même, fait qu'on peut dire qu'à partir de 5 ans, tu commences à être une compagnie qui est legit. Ouais. On aurait pu penser que tu gardes 6 ans, 7 ans, c'est quoi la valeur que tu aurais créée? Puis après ça, tu te dis, est-ce que tu voulais vendre à 5 ans ou finalement, ça a été de l'opportunité de dire, hey, j'ai un paquet d'argent qui m'est offert. Tu sais quoi? J'ai un peu, comme un peu ton feeling TDAH, c'est quoi? Je vais partir d'autres choses tout de suite. On va prendre le cash, je passe à d'autres choses. Mais écoute, puis pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce qu'ultimement, tu sais, Biogénique, ce qui s'est passé, puis comme je disais, j'étais pas prêt à vendre. J'avais pas un plan de match comme ça. Tu n'avais pas préparé tout ça. J'avais pas préparé la sortie. Ultimement, nous, on était sur un plan de match jusqu'en 2020-2021 minimum dans la gang. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement que la croissance, ça coûte cher. Nos clients nous payent en 60, 90, 120 jours. Puis moi, personnellement, j'avais 600 000 $ de caution personnelle dans le business. Fait que moi, j'étais à la gorge. Je me rappelle toujours, mon pauvre banquier. Je suis comme, ah ouais, Anthony, hey, tout va bien, on double, let's go, on fait 1,2 million de caution personnelle. Il me dit, mais regarde, Étienne, tu comprends pas, t'es à la gorge, t'as plus rien à mettre dans le business. T'sais. Fait qu'il dit, mais je suis comme, c'est quoi mes solutions? Il dit, un appel au capital. Il faut que tu fasses, tu émettes des nouvelles actions. Puis, c'est dans cette situation-là que finalement, dans un roadshow, qu'on essaie de chercher des nouveaux financiers, l'offre a été faite. Tant qu'il y a juste émettre des actions, on va racheter des actions, on va continuer de la business, on va financer le cash flow. Puis, c'était vraiment une belle offre, un beau plan de match. C'est une question économique dans ton cas et je trouve ça intéressant parce que dans le cas de Jean-Daniel, c'est pas nécessairement des questions économiques. C'est-à-dire que tu es un gars qui va se tanner rapidement, toi. Oui, effectivement. Pour moi, je connaissais même pas c'était quoi le principe de sortie. Tu sais, même à la base là, de savoir que tu pouvais vendre une entreprise, je suis un peu comme toi, Pat. Tu sais, moi, je suis comme, tu as une entreprise, tu restes là toute ta vie, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais un peu une bébite à idées, mais une bébite à entreprendre des choses. Puis ça, c'est super dangereux parce que tu le pars, puis après ça, tu fais d'autres choses. Quand on est parti à Bitibenco, rapidement, ça a comme grossi, gonflé, ça a fonctionné. Après ça, il faut que tu la gères, cette entreprise-là. Puis là, je me suis rendu compte que je suis peut-être pas un bon gestionnaire, je suis un bon sprinter. Uh-huh. Là, tu fais quoi? Est-ce que je reste dans cette position-là? Est-ce que je me sors de cette position-là puis je mets quelqu'un à ma place? Est-ce que je pars d'autres choses? Puis là, j'ai parti B-side. Puis là, je me suis rendu compte... Moi, j'ai découvert assez rapidement, j'avais ce pattern-là de partir des choses. Puis là, j'ai dit, est-ce que finalement, je vais juste partir plein de compagnies puis me désengager? Puis au final, j'ai réalisé que les 2 compagnies que j'avais parties étaient tellement proches de moi personnellement, j'étais pas capable de demander partir. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire avec B-Side, c'est de dire, je vais partir d'une compagnie qui a tellement de tentacules que je vais pouvoir comme sauter d'un projet à l'autre puis juste comme être toujours cette espèce de cheval de course en avant qui part des trucs, mais à l'intérieur d'une même entreprise. Je pense que je me suis comme un peu forcé moi-même à ne pas me sortir de l'entreprise en disant je vais sortir dans des nouveaux projets, des nouvelles phases qui va bâtir cette même grosse entreprise-là. Puis ce que JD dit qui est vraiment très pertinent, puis moi je l'ai vécu avec l'école entrepreneurship de Beauce, c'est de se connaître comme entrepreneur à la fin qui est vraiment la clé. Pareil comme toi. Biogénique, on a gagné le prix de la start-up la plus innovante au Québec. On n'avait pas vendu un foutu test génétique encore. Fait que, tu sais, de créer du buzz autour d'un projet puis de rallier du monde. C'est ça qui vous allume. C'est ça, mais c'est un type d'entrepreneur. Puis il y a des entrepreneurs qui sont des excellents opérateurs aussi, qui vont vraiment avoir une chaîne logistique incroyable. Puis pour, ultimement, emmener la business de peut-être au lieu de 0 à 5 millions, de 5 à 15 millions. Puis de connaître son spot, puis d'accepter que moi, je ne serai pas un entrepreneur, je ne serai pas un gestionnaire qui va emmener une business de 5 à 15 millions. Je suis 0 à 5 millions comme JD. C'est la clé. Puis c'est là de
pas jouer une game. Puis en même temps, il y a différentes options. Tu sais, avec Abitibi&Co, je me suis sorti moi-même de ma compagnie. Tu t'es auto-congédié à un moment donné. Là. Exact. Je me suis auto-congédié. Puis c'est quand même dur parce que tu t'identifies. Là, tu pars une compagnie pendant 5 ans, là, c'est à peu près le temps que ça a pris avant que je m'auto-congédie. Tu mets tout ton temps, ton énergie là-dedans. Là, tu arrives à une certaine stabilité, j'ai un salaire, tout ça. Tu es comme, hey, je m'auto-congédie. Fait que moi-même, je reste propriétaire, mais j'ai plus de job. Tu viens avouer que tu es le pire employé. Exact. Mais tu avais fait ça pourquoi au juste comprendre? Parce qu'on était 2 partenaires. Mais quand tu es 2 partenaires propriétaires, puis moi, mon superpower, c'était de bâtir la marque, le marketing et d'aller développer des nouveaux marchés. Mais ma charge salariale était plus grosse que ce que la compagnie pouvait se payer, finalement. Supporter, ouais. Fait que là, au final, tu dis, moi, si je reste, il faut doubler notre chiffre d'affaires juste pour payer mon salaire. C'est une méchante charge sur tous les employés. Si je me sors, l'entreprise est plus viable, est plus saine. Fait que là, au final, tu dis, il faut que je prépare ma propre sortie. Il fallait planifier d'avance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. OK, on va te congédier à partir de telle date. Fait que là, il faut que je me trouve une autre option. Puis c'est un peu malaisant de te dire, est-ce que je vais rester propriétaire, mais je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre? Finalement, j'ai parti une nouvelle start-up parce que je ne voulais pas être travailler pour quelqu'un d'autre. OK. Judy, je sais que tu es très, très fier de la qualité des canaux de Abitibi&Co. Si un jour tu remarques que la qualité baisse dans l'entreprise, est-ce que tu vas revenir et prendre contrôle de nouveau? Excellente question. Juste au niveau de la qualité de l'image de marque, j'ai vu une stagnation dernièrement, puis parce que j'ai pas le même temps, le même focus que je peux mettre dessus. Puis ça me fait de quoi personnellement? Puis oui, je vais me réinvestir, puis on est déjà dans ce processus-là. Par contre, je me suis associé avec Guillaume, copartenaire dans les 2 compagnies, et on est extrêmement différents. Guillaume, c'est un opérateur. C'est un ingénieur de formation. Lui, il optimise, et lui, il trippe à faire ça. J'ai confiance en lui, puis après ça, je peux être consultant. Je peux venir une fois de temps en temps, venir donner des conseils, être là. Mais je trouvais ça extrêmement difficile, moi, de complètement me sortir puis de juste voir ça à distance. Je pense que je suis trop attaché. Je vais vous poser une question, puis je vais faire une analogie qui est probablement bien boiteuse, là, mais dans la vie, il y a des gars puis il y a des filles qui sont pas capables de sacrer leur blonde. Là. Ils sont pas capables. C'est comme, tu sais, ils vont tout le temps... Je confirme, c'est boiteux, mais go for it. Non, dans les entrepreneurs, c'est-tu la même affaire? Y en a-tu des entrepreneurs qui devraient peut-être parfois se départir de leur entreprise et qui sont pas capables pour X raisons de le faire et qui, au bout du compte, le font peut-être trop tard, tu sais? Ben, clairement. Écoute, je vais juste prendre un exemple. Un des gros enjeux qu'on a au Québec actuellement avec les baby boomers, c'est la relève entrepreneuriale. Puis combien de fois je croise un gars qui dit « Ouais, j'essaie de convaincre mon père de juste prendre sa retraite puis d'aller jouer au golf, puis de me laisser gérer la business parce que ça fait 10 ans que je suis dedans puis j'ai le titre de VP exécutif, mais mon père, il est encore omniprésent, puis là, ça déchire des familles. » J'ai des exemples que je pourrais nommer, mais peut-être par respect, on va ne pas les nommer. Il y en a qui n'ont pas le choix aussi. Okay. Je te donne un exemple. Petit Noah, peut-être que tu le vis, mais quand tu as une entreprise qui est tellement reliée à ton individu, soit ton intellect, un soit... peu comme Noah, d'ailleurs. Exact. À un moment donné, comment tu veux vendre ça? Est-ce que tu dis, là, c'est aujourd'hui, c'est fini, je peux pas la vendre? C'est extrêmement difficile. Là, fait que je suis pas sûr que c'est juste une question de dire, je suis pas capable de laisser ma blonde. Ouais. Des fois, je peux juste pas. T'sais. OK. Noah, tu as déjà pensé, toi, à te départir ou en tout cas à préparer une sortie quelconque? T'as-tu pensé aux enfants? Oh oui, les enfants. Mais je sais, j'ai pas trop pensé, mais effectivement, si on a la chance de continuer avec Arch pendant les prochaines 20-25 ans, éventuellement, je vais arriver à un point où je peux pas continuer. C'est une entreprise qui prend beaucoup d'énergie, je mets beaucoup dans les projets, mais c'est pour ça... on a vraiment mis la réflexion que Arch, ça doit arrêter d'être moi. Et on a créé un modèle. Arch est plus un processus, une façon de faire. Et mon objectif dans les prochaines années, c'est de vraiment faire transférer cette connaissance à mon équipe, à tous les gens autour de moi. Alors, ils peuvent reprendre. Je sais que Arch doit évoluer, mais la question de se vendre, je ne suis pas prêt à répondre à ça aujourd'hui. OK. Quand on dit préparer sa sortie, est-ce que ça veut... peut-être même aller jusqu'à dire choisir la personne qui va peut-être même acheter notre entreprise? Je pense que oui. On parle souvent de trouver des investisseurs stratégiques, mais on pense pas toujours d'un exit stratégique. Et souvent, quand on monte une entreprise, on a une vision, on a une volonté, il y a quelque chose dans nous qu'on met dans cette entreprise. Et je pense que c'était un peu abordé pendant l'entrevue que quand quelqu'un d'autre achète ton entreprise, ils vont changer, ils vont réaménager, ils vont changer votre façon de travailler. Et c'est ça une des grandes réflexions en chez Arch, c'est si quelqu'un un jour nous offre une somme assez intéressante de l'argent, je veux s'assurer qu'il continue à utiliser notre philosophie et à vivre avec
notre culture et de mettre ça de l'avant. C'est pas à n'importe qui je veux vendre l'entreprise. Je veux quelqu'un qui va continuer avec la mission d'Arche. Mais dis-moi, Noah, est-ce que pour toi, tu t'as mentionné, si tu reçois une somme assez intéressante, fait que pour toi, est-ce que l'argent, c'est le facteur numéro 1 qui va déterminer si tu t'assois, si tu regardes une offre ou pas? Non, en fait, c'était jamais l'argent pour moi. J'ai une mission en tête et il y a quelque chose que je veux accomplir avec Arche. Je ne sais pas si je vais réussir un jour, mais je suis prêt à aller jusqu'au fond d'être capable de le faire. Et un jour, si je suis plus capable de le faire, j'aimerais que quelqu'un prenne la relève et continue. Alors, je ne sais pas si c'est à laisser quelqu'un dans l'entreprise de prendre la relève pour moi ou de vendre l'entreprise, mais je veux que les valeurs d'Arche et mes valeurs là-dedans, que quelqu'un qui l'achète reste fidèle à ça. On parle beaucoup des entreprises à valeur, puis je pense qu'on est un groupe d'entrepreneurs qui est beaucoup relié à ça. Mais il y a l'autre aspect aussi. De planifier ton entreprise, tu te dis, je vais démarrer aujourd'hui et je vais la vendre à cette entreprise-là. Tu le sais déjà d'avance. Je vais les déranger assez qu'ils n'auront pas le choix de m'ignorer. Mais c'est le plan d'affaires. Dès le départ, tu dis, je bâtis ça, je le vends. En fonction. C'est que ça, le plan d'affaires. Ouais. Password Box a fait ça. Il y a beaucoup d'entreprises en tech qui font ça. Nous, en ce moment, on est en train de faire un projet à l'interne. C'est exactement ça le but. Le but, c'est de bâtir un modèle d'affaires à l'intérieur qu'on va vendre à quelqu'un. Et c'est ça le exit plan. Mais le exit n'est pas complet de toute la compagnie. Mais tu planifies. Mais donc, au moment de la création, tu es déjà en train de préparer ta sortie. Je vais aller bouffer c'est en même temps Dollar Shave Club. Ils ont dit, on va aller bouffer des parts de marché de Unilever. Puis, ils n'auront pas le choix de nous ignorer. Puis, ils ont vendu 1 milliard à Unilever. Carrément. Ça a pris, je pense, 5 ou 6 ans. Puis, c'est un fonds montréalais qui avait fait leur série A, qui ont fait, mon Dieu, c'est probablement 100 fois leur investissement. Mais moi, j'ai une question pour toi, JD. Quand tu es parti, justement, d'Abitibi & Co., c'est quoi la question qui te faisait le plus chier? Dans quel sens? Moi, je te donne un exemple. Le monde me pose en ce moment, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mon Dieu, que ça me fait chier, cette question-là, j'en ai aucune idée. J'ai été chanceux parce que j'ai pas eu cette question-là, parce que j'ai parti B-Side en même temps qu'Abitibi & Co. Fait que la transition a juste été comment tu fais toi, pour faire 2 Abitibi & Co. puis B-Side? Finalement, j'ai fait je suis pas capable. Donc, je suis parti d'Abitibi & Co. et j'ai parti B-Side. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, Étienne, parce que donc, toi, tu dis je suis parti puis j'en ai aucune idée de ce que j'allais faire après ou de ce que tu vas faire. Donc, dans le fond, tu t'es pas préparé psychologiquement ou quoi que ce soit là, à te départir de ton entreprise. Par tout, puis les gens qui me disent surtout aujourd'hui, maintenant que tu as vendu, tu vas prendre ta retraite. Hey guys, j'ai 30 ans, je suis pas un joueur de hockey, là. J'ai pas les genoux qui sont finis puis qu'il faut que j'aille me reposer, là, comme je suis au prime. Puis moi, j'ai hâte d'avoir 40 ans puis dire, j'ai 20 ans d'expérience derrière la cravate, puis là, je vais être un sniper rifle dans le milieu des affaires. Tu sais, je suis au début, là. Mais t'as pas réfléchi à rien de ça, toi, là? Pas à tout. Le regard des gens a changé. Tu sais, t'as vendu, là, tout est privé, on n'a pas les montants, on sait pas ta valeur maintenant. Undisclosed amount. Mais est-ce que le regard des gens a changé? T'es vendu, t'es riche maintenant, là, ça change un peu ou pas du tout? Ça change dans la sollicitation. Tu sais, je reçois beaucoup plus de messages de « Hey, tu voudrais-tu investir? » Ce qui est pas mauvais parce que oui, en effet, c'est des choses qui m'intéressent puis je regarde. D'être sur des comités aviseurs, d'être mentor, donc de rester impliqué. Puis j'ai pas le choix pour rester sain d'esprit, de rester connecté à l'entrepreneuriat. J'ai pas le choix. Mais c'est surtout, je te dirais, il y a un article qui avait été publié, je pense, dans Business Insider, qui disait « On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre semaine. » Pour moi, c'est extrêmement important que ça change pas. Il faut que je reste grounded. Là. Je veux conclure avec Noah, parce que je te trouve extrêmement noble, mais je veux quand même que tu prennes cet engagement aujourd'hui. Tu vas me faire cette promesse-là, toi, que si quelqu'un t'offre le double ou le triple de ce que vaut Arche et que ça ne répondait pas à tes valeurs, tu dirais non? Et avec ce que Arche vaut aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est quoi ton chiffre? Tout le monde a un chiffre. J'ai 12 chameaux. Je regarde ça pour moi. Merci beaucoup, Noah. Merci, Étienne. Merci, Jean-Daniel. Et ça a été, encore une fois, extrêmement agréable de vous recevoir. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.